Et pour ce focus, nous avons les meilleurs invités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah oui. Car Bruno, Benoît, le double B, j'ai envie de dire, c'est le destin, je pense que Les B&B, c'est ça. Qui joue le pain, qui joue le beurre ici entre vous. Dites-moi. Moi, je veux le B de blâme. Toi, tu veux le B de blâme, j'avoue. Il n'y a pas d'autre B. Ah si, Abara, mais c'est pas la première lettre. Bon, je te donnerai Abara si je pouvais. Désolée. Donc on va parler donc de Tower Dungeon, c'est la nouvelle série de Tsutomu Nihei, un mangaka qui est né en 1971 et qui est reconnu internationalement pour ses œuvres de science-fiction à l'identité visuelle très forte. Quand vous voyez une œuvre de ce grand Nihei, eh bien, vous ne vous trompez pas, c'est bien le même artiste, car c'est extrêmement marqué. Il a débuté sa carrière chez Kodansha avec Blam en 95, qui s'est rapidement développé en série. On y suit Kili, un homme solitaire qui traverse une méga structure infinie à la recherche d'un gène humain perdu. Voilà. Ça reste très flou au début. Hein. Et à la fin aussi. Voilà, faire des résumés des œuvres de Nihei, c'est très difficile. C'est un défi. C'est un défi aussi en soi, on en parlait tout à l'heure. Et donc, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis à tous les deux sur ce nouveau titre qui sort du coup du registre habituel dans lequel on peut retrouver l'artiste. Quel est votre ressenti à la lecture de ce premier volume? Alors, déjà, moi, il y a deux éléments qui m'ont marqué dans Tower Dungeon. Le premier, c'est que Nihei m'avait habitué à du space opéra, à de la science-fiction, à des univers totalement barrés. Et là, on entre dans un univers totalement médiéval fantastique. Et c'est un univers qu'il maîtrise. On pourrait croire que le médiéval fantastique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer que de la science-fiction parce qu'il suffit juste de se baser sur un passé mythologique pour ensuite construire une histoire. Sauf que, en fait, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Là, comme tu le disais tout à l'heure, on a tout le développement d'un d'un univers. Oui. Donc ça, cette partie-là, je l'ai particulièrement appréciée. Et le deuxième élément que j'ai apprécié dans Tower Dungeon, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite parce qu'on pourrait se dire, bon, quelqu'un qui a été enlevé, qui est en haut d'un donjon à libérer, c'est quand même assez basique. Oui, sauf qu'en fait, le donjon, il ne s'est pas dit clairement, il faut juste regarder les images, c'est un donjon volant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde sur les doubles pages, le donjon n'est pas figé dans le sol, il est à une dizaine de mètres au-dessus du sol, et du coup, rien que cette dimension-là, moi, ça m'a effectivement évoqué tout le principe des mégastructures qu'on a vu dans Blam, mais pour le coup, appliqué à un univers de fantasy, et je fais, bon, un donjon volant, ok, je suis. Et donc, c'est au tout début la double page, c'est vrai qu'elle est il y a une double page de malade. Et donc, voilà. Et du coup, en fait, il y a à la fois un mélange de familier avec la fantasy et un mélange du coup d'univers personnel avec à la fois la touche de Nihei et son apport sur son bestiaire, sur son univers. Ce qui fait que du coup, j'ai suivi Yuva dans son exploration du donjon, sachant qu'en plus, peut-être qu'il est fort. Voilà, c'est ça. Voilà. On l'a trouvé en même temps. Voilà. Sachant que peut-être qu'il est fort, mais en réalité, il est fort par rapport au commun des mortels, mais absolument pas par rapport au danger qui se trouve dans Tower Dungeon. C'est ce donjon. C'est vrai que c'est ce qu'on peut retenir en tout cas de Monsieur Nihei, c'est que c'est encore une œuvre d'auteur. C'est-à-dire, certes, il change peut-être de registre. Tout à fait, d'auteur avec un H. Il change peut-être de registre ou d'univers, mais on retrouve tout ce qu'il aime. Sur Blam, bon, ça reste peut-être encore une œuvre de jeunesse, même s'il a peut-être 25 ans lorsqu'il fait cette série-là. Il était dans un autre état d'esprit, très noir, très peu de dialogue, puis petit à petit, il a éclairé un petit peu son graphisme avec Tower Dungeon. Je pense qu'il nous surprend encore parce qu'il a toujours des idées sur la façon de faire des personnages, la manière d'agir, de réagir aux événements. Il est toujours surprenant, et d'ailleurs c'est une œuvre qui a reçu l'approbation de déjà certains grands auteurs de la sphère actuelle. Je ne sais pas si je peux dire des noms, mais voilà. Donc c'est. Moi je veux bien. Monsieur Fujimoto, par exemple, en a dit du bien. Et peut-être que je me trompe, c'est un regard personnel. J'ai l'impression que ce qu'a fait M. Fujimoto a pu aussi un petit peu inspirer M. Nihei sur quelques façons de faire les visages, notamment ces petites gouttelettes qui n'apparaissaient pas trop dans son dessin, les lignes non fermées aussi. Bon. Mais en tout cas, une œuvre curieuse et comme toujours avec Nihei, on est toujours surpris. Il y a toujours un petit peu d'humour aussi. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément dans Blam, mais qui est apparu un peu plus tard avec Night of Sidonia aussi. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est dans le Sirius, si je ne dis pas de bêtises. Le Shonen Sirius, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de... il y a Altaïr, par exemple, de chez Glénat. Oui. Lisez-le, il est trop bien.
Ah oui. qui est On une en très, très bonne parle très série. certainement bientôt d'ailleurs. Voilà. Donc bon, ça vous donne aussi... c'est un drôle de magazine, hein, le Shonen Sirius. C'est pas une cible très, très fermée. Mais voilà, en tout cas, c'est à lire. Ça a essayé. Sincèrement, ça a essayé. Puis moi, il y a un autre élément aussi qui m'a beaucoup plu dans Tower Dungeon, notamment quand on compare par rapport aux séries antérieures, notamment Blam, Biomega, Abara, etc. C'est qu'en fait, on a certes le héros, mais en fait, il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un certain nombre de personnages. En fait, on a des relations qui se nouent et qui se tissent. C'est-à-dire qu'avant, je sais que quand je lisais les premières œuvres de Blam, j'avais pour habitude de dire il faut se laisser porter par l'histoire. Il ne faut pas forcément chercher à la comprendre, parce que si on cherche à la comprendre, on va trouver ça hermétique et du coup, on passera à côté. Et là, en fait, pour Tower Dungeon, c'est une histoire qui, pour le coup, est particulièrement accessible, à la fois au niveau de son histoire et aussi au niveau des personnages, puisqu'on a du coup des relations entre les différentes personnes qui permettent justement de sentir que Yuva, c'est pas une sorte de bloc monolithique en mode je vais partir à l'assaut du donjon parce qu'on me le demande, et ça permet justement de les ancrer et vraiment en fait de ressentir ce qu'on a d'habitude pour d'autres mangas, et c'est ça aussi qui permet, je pense, avec son trait qui est devenu aussi plus clair, plus fin par rapport à ses débuts, plus accessible, et c'est ce qui fait que justement Tower Dungeon est en mesure à la fois de parler bien évidemment aux fans de Tsutomu Nihei de la première heure, comme à des nouvelles personnes qui justement seraient intéressées par une histoire peut-être plus accessible et en tout cas qui leur parle davantage. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du coup de l'histoire et de ce qui motive les personnages à rentrer dans cette tour volante au loin ? Alors, ce qui motive les personnages à rentrer dans cette tour volante au loin, c'est que dès le départ, en fait, on sait qu'une sorte de princesse a été kidnappée et se trouve tout au sommet de cette tour, et que, bien évidemment, le pouvoir en place ne peut pas laisser un tel vol, un tel kidnapping impuni. Et donc, la problématique, c'est que du coup, ils envoient des forces armées pour attaquer le donjon. Et vous savez que plus on envoie des forces armées sur un seul donjon, plus les forces armées se font laminer. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait que, on va dire, les forces armées cumulent les échecs jusqu'à cette fameuse rencontre avec Yuva, qui est une sorte de force de la nature un peu... je dirais pas qu'il est simple d'esprit, mais c'est juste qu'en fait, le donjon ne le concerne pas plus que ça, parce qu'à la base, c'est un fermier. Il est un peu jeune aussi. Oui, il est très jeune. Et du coup, jusqu'à ce qu'il soit, on va dire, recruté donc au sein d'un petit groupe. Et là où l'idée était au départ d'envoyer des hordes de soldats venir à bout du donjon où ça ne marche pas, on bascule, on va dire, dans une dimension un petit peu plus tactique, presque guérilla entre guillemets, même si on n'est pas sur un principe de attaque repli stratégique, où on a plus des petits groupes qui vont peu à peu explorer le donjon en essayant justement d'en savoir plus sur cet univers, ses habitants, etc. Voilà. Ouais, et au travers du donjon, on va croiser des monstres, des morts vivants. Il y a un côté un peu Dark Souls à l'intérieur de tout ça, mais en fait, ça fait très jeu vidéo puisque c'est vraiment un dungeon crawler. Donc, chaque niveau, il y a des. Tu as l'impression que les monstres sont générés aléatoirement et viennent attaquer systématiquement le groupe d'aventuriers. Et ils savent pas trop à quoi ils vont faire face. Ils n'ont même pas de retour vraiment d'expérience de tous ceux qui ont pénétré à l'intérieur. C'est à chaque fois une véritable découverte. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Très rapidement, on tombe vite sur des morts vivants et des créatures un peu dont on ne sait pas si elles sont et vivantes et mortes et d'où elles viennent. Bruno, c'est assez perturbant finalement. C'est vrai que ça répond à ce que M. Nihei aime beaucoup. Il ne s'est jamais caché être un grand fan de jeux vidéo. Il avait toujours dit vouloir essayer quelque chose de différent. Lui, ce qui lui plaît particulièrement, ce qui l'obstine, c'est l'immortalité. Ah ouais. Il y a plusieurs témoignages là-dessus. Donc du coup, si vous avez lu le titre, vous comprenez un petit peu parce qu'il y a ça qui apparaît. Et du coup, voilà, comment est-ce que tu vas amener tes personnages à être confrontés à des dangers le mystère, c'est toujours quelque chose qui fait très peur. On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'était le cas dans Blam, c'était le cas dans Abara aussi. À chaque fois, on tombait sur des choses de plus en plus surprenantes. Et avec ces designs qui sont quand même peu communs, il fait un monster design qui est peu commun, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, plus des surprises, des dialogues, la façon dont les démons parlent aussi, c'est assez surprenant. Donc c'est pour ça que c'est toujours une surprise. On peut le dire, c'est un manga qui se lit assez rapidement. Oui. D'ailleurs, il y avait toujours un petit peu la vanne, on disait le traducteur de Nihei, c'est un peu la bonne affaire parce que bon,
Voilà, Des fois, c'est très cryptique, alors... deux, trois dialogues. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de dialogues, mais peut-être qu'il y a 3 fois plus de réflexion. Alors pour le coup, là, je peux rebondir parce qu'effectivement, Johan Leclerc qui fait un travail admirable sur les œuvres de Nihei. En fait, donc, il y a tout un tas de réflexions. Notamment, il avait travaillé sur le Blame and So On, donc l'artbook de Nihei avec des interviews où Nihei expliquait ses sources, ses origines. Et très souvent, en fait, il y a des éléments de compréhension en japonais que lui retranscrit de manière, on va dire, qui lui semble naturelle, mais où à chaque fois, quand il m'aura une première version, il me dit attention, je voudrais voir ce que donnent les autres tomes, parce que forcément, ce terme-là, je n'en suis pas sûr, etc. Et notamment, je sais que sur Tower Dungeon, on a sollicité donc Kodansha directement en disant voilà, il y a 2 cases en particulier sur lesquelles on a un doute sur un choix de terme. Il y avait donc un terme qui était qui désignait plutôt une sorte d'État, de royaume, etc., mais qui pouvait aussi vouloir désigner une capitale, par exemple. Donc un État en tant que structure administrative n'est pas du tout la même chose qu'une capitale en tant que lieu géographique. Et donc on s'est dit, ce serait bien qu'on sache quoi mettre là, parce que si ça a l'air d'être important. Si ça change après. Et pareil, du coup, tu parlais justement des monstres qui avaient une sorte de langage un petit peu particulier. Bon, quand on se retrouve avec un langage qu'on transcrit dans notre alphabet qui veut rien dire, on veut quand même s'assurer que ça veut rien dire aussi en japonais. Oui. Donc du coup, on a effectivement posé les questions pour s'assurer que la version française soit la plus fidèle possible au travail de Tsutomu Nihei. Ah ouais, moins il y a de texte finalement, plus les informations distillées parfois sont super importantes et moins il faut se planter sur ce qui est raconté. Ça peut vraiment être assez compliqué. Surtout que là, on est en plus, je dirais, dans un univers donc, de fantasy, donc un univers qui est totalement inventé. Alors, ces autres univers étaient inventés, mais ces autres univers avaient, on va dire, je dirais, certaines connexions entre eux. Je pense par exemple à la Toei Industries qu'on retrouve tout le temps. Voilà. Et donc, du coup, on était un peu dans une sorte de terrain de connaissance. Et moi, j'aime bien voir, je dirais, l'histoire graphique et scénaristique de Tsutomu Nihei comme une sorte de voyage où en fait il est parti depuis les étoiles pour un sorte de space opéra en voyageant de planète en planète, et puis après il s'est posé sur une planète qui est Apo Sims, la planète des marionnettes, où du coup il n'y avait plus du tout une vision stellaire mais plutôt une vision terre à terre, et finalement Tower Dungeon, on reste sur des dimensions terre à terre, mais c'est pas parce qu'on est sur une dimension terre à terre que forcément tout est plus facile, c'est-à-dire qu'en fait c'est une fausse facilité, et c'est ce qui permet justement d'apprécier le titre à sa juste valeur. C'est comme le passage noir ou blanc. Il y a beaucoup de traces écrites et d'interviews où il expliquait que ce n'est pas parce qu'il délaisse le noir que c'est beaucoup plus simple. Alors déjà, il a fallu qu'il passe de la planche à la tablette numérique, mais ce n'est pas parce que c'est blanc que c'est plus facile. Au contraire, il faut pouvoir montrer la luminosité. C'est quelque chose de délicat. Donc, ça, c'est fait sur tablette numérique ici? Ouais, il passe maintenant sur... Ouais. Il passe sur tablette. Ah oui, d'accord. Il a fait ça, si je ne dis pas de bêtises, il a terminé Blam, il commençait à toucher la tablette, et c'est sur, je crois que c'est peut-être définitivement sur Sidonia qu'il est complètement passé au numérique. Ah ouais, c'est impressionnant parce qu'on dirait vraiment du vrai trait en fait. Alors là où il est très fort, enfin en tout cas je trouve, c'est que tu regardes sur Sidonia, il a vraiment les lignes qui sont complètement pleines, et il y a ce côté un peu rigide de la tablette, de quelqu'un qui commence à toucher à la tablette. Et là, tu vois, il y a plein de lignes qui sont non fermées, qui sont imparfaites. C'est ça. Et c'est là, je dis qu'il est vraiment très fort. Alors lui, il t'explique qu'il a toujours ce manque du papier, de la matière, parce que ses planches sur Blam, elles sont vraiment très travaillées, elles sont presque parfois sales. C'est peut-être pas le bon terme, mais elles sont parfois sales. Chargées. Ouais, mais il y a ce côté un peu crado où tu vas pas vraiment faire gaffe, peut-être que ta trame, elle n'est pas tout à fait bien appliquée. Donc après, il était jeune et plus... constatataire d'une certaine manière. Mais c'est marrant, moi ce qui m'amuse, c'est qu'il commence dans l'Afternoon de Kodansha, qui est donc un sacré morceau en termes de magazine, et il finit par du shonen. Ça me fait une drôle de boucle. Ouais, c'est ça. Avec un titre, si ce titre-là, on le classe dans un magazine plus adulte, je pense que ça ne me surprendrait pas, parce que c'est violent, il y a quand même de la mort, il y a quand même... Donc c'est marrant comment on voit, il a changé avec des œuvres qui sont plus prolixes, les personnages parlent beaucoup plus, où l'univers paraît un peu plus facile à comprendre. Voilà, comme si son cœur était un peu apaisé, on a l'impression qu'il est... En fait, sur Tower Dungeon, il avait expliqué qu'il avait une volonté de se rendre un petit peu plus accessible à son lectorat, se sent, voilà, et que du coup, c'est pour ça qu'il avait davantage travaillé les
personnages, davantage travailler, on va dire, la partie graphique. Et que même si pour nous, c'est entre guillemets, c'est invisible, parce que nous, en tant que lecteurs, on lit juste l'histoire et on arrive à dire j'aime pas, ça m'a plu, ça m'a pas plu. En fait, il y a tout un travail en amont en tant que créateur pour justement travailler sur cette fluidité, faire en sorte que ce soit compréhensible. Et c'est vrai que à partir du moment où on réalise que sur Tower Dungeon, on a une expérience de lecture qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible et donc tout simplement beaucoup plus immédiate que sur d'autres œuvres, ça veut simplement dire que le plaisir de lecture est là et qu'en fait, son ambition initiale, eh bien, il l'a remplie avec beaucoup de brio. Mais néanmoins, si quelqu'un... Désolé, je t'ai coupé. Non, pas du tout. Vas-y, je reprendrai après. Néanmoins, si quelqu'un me demande, me dire, ben voilà, j'aimerais me mettre à Monsieur Nihei, par quoi est-ce que je commence? Je lui conseillerais toujours Blam, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que je pense que ce qu'on a vécu, je ne vais pas faire l'ancien, mais ça a été un choc. C'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on est en train de lire? On ne comprend pas, on ne sait pas, mais c'est tellement prenant. Je pense que c'est un choc, il faut s'essayer à ce choc. Je dirais que c'est la clé finalement pour ensuite tester toutes les autres. Je pense que c'est un choc, il faut essayer. Peut-être que tu ne vas pas aimer, peut-être que ça va être trop bizarre pour toi, trop opaque, que tu veux plus t'attacher au personnage, mais je conseillerais toujours d'essayer. Après, c'est super bizarre parce que tu dis, c'est vrai que quand je regarde le trait tu vois, du manga, bon, on en parlera, mais c'est un ancien architecte ici, Nihei. Donc vous allez avoir des structures et globalement des décors qui sont assez incroyables. Mais parce qu'il a fait le design de sa maison, pardon. Ouais, c'est ça. Tu cites Fujimoto, et c'est vrai que je dis, mais c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. Sur des petites réactions, des profils. Regarde ces profils, ça me fait vraiment. Exactement, avec les petits nez saillants, les traits pas fermés. Et quand on parle finalement de Blam avec cette œuvre un peu cryptique, qui aujourd'hui, c'est ce qu'on disait un peu des premières œuvres de Fujimoto. C'est quoi ces trucs? Est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut en venir? Mais il était déjà à l'origine de quasiment tout, et bien un peu ce style-là. Là, c'est assez fou. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, lorsqu'il commence à s'amuser à dessiner des décors, c'est juste insane. Évidemment, il y a beaucoup de temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait ça à peu près dans toutes les œuvres. Il y a des mangas, tu sais, où il n'y a pas beaucoup de dialogue, dont on dit qu'ils se lisent vraiment vite. Par exemple, Tokyo Revenger, ça fait partie de ces mangas dont on dit qu'ils se lisent vite. Oui. Tokyo Revenger, sincèrement, je passe pas trop de temps sur les pages parce que je sais qu'il y a quand même une histoire qui est assez facile à lire, à récupérer. Donc c'est vraiment très popcorn. Aussi bizarre que ça puisse paraître, sur un manga comme Tower Dungeon ou comme Blam, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est les décors. Ouais, je passe beaucoup plus de temps sur les pages. C'est des pauses, c'est des temps d'arrêt. Exactement. Non, bien sûr, il sait s'y faire. Là-dessus, il est très très fort. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il était architecte. C'est pas totalement vrai. C'est pas du tout. Voilà, il a travaillé avec quelqu'un qui lui a appris, mais il expliquait que même pour ses assistants, lorsqu'il en avait, parce qu'il n'en a plus maintenant, si j'en crois ses derniers témoignages, notamment chez nos collègues d'Atom, en fait, il perdait plus de temps à expliquer comment faire les décors, et au final, bon, il faisait les croquis, il faisait des croquis lui-même, parce que en réalité, travailler un décor de Monsieur Nihei, il n'y a pas de référence. Non. C'est des architectures qui sont surprenantes, il n'y a pas totalement un équilibre tout à fait juste, donc à moins d'avoir un cerveau de Monsieur Nihei comme référence en tant qu'assistant, comment vous faites? C'est le début, le début de l'œuvre. Il ne peut pas s'empêcher justement de dessiner la maison, il me semble, du personnage principal. Et vous voyez, je dirais pas que c'est numéro bis, mais comment vivre là-dedans convenablement. À Paris, il y a tout qui est un peu de travers. On a l'impression qu'elle est un peu molle. Même cette maison, elle fait vivante quelque part, et ça va faire écho à tout ce qu'on va retrouver dans le donjon. Bien sûr, je t'en prie. Mais ce que tu dis justement sur le fait qu'il ait du mal qu'il n'arrive pas à transmettre à ses assistants la vision qu'il a, et que c'est pour ça qu'il le fait, ça me rappelle exactement la manière dont procède Oda sur One Piece, où en fait il a clairement dit à ses assistants que alors forcément il leur délègue une partie de leur travail, mais il dessine tout ce qui est en mouvement. Parce que tout ce qui est en mouvement, parce qu'il y a une vision très claire de tout ce qui est en mouvement, de comment une feuille doit tourbillonner en fonction du vent, etc. Et qu'en fait, s'il demande à ses assistants de le faire, et ses assistants dessineront une feuille qui tourne, mais qui ne correspond pas à la vision qu'il a. Donc, en fait, tout ce qui est en mouvement, il le dessine, et le reste, ensuite, il le transmet. Et je pense qu'en fait, on a vraiment la même dynamique dans Tower Dungeon, parce qu'en fait, la vision qu'a Tsutomu Nihei de ces décors, et comme tu le dis, on est vraiment, je pense, dans une lecture cinématographique où il faut s'arrêter. En fait, on n'a pas des cases qui, je dirais, habillent du texte, on a du texte qui habille des cases. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, il faut justement
prendre le temps et donc... C'est une question de rythme, hein. C'est un rythme, un découpage, c'est pas juste pour mettre plus ou moins d'éléments. Plus la case est petite, plus on va la lire rapidement. Mais c'est vrai, pour les assistants, il y a des règles un petit peu comme ça, il y a plein d'auteurs qui imposent des règles. Je me souviens, M. Otomo, lui, refusait qu'on touche à ses personnages. Par exemple, c'était lui qui s'occupait des personnages, vu qu'on avait rencontré son assistant. Donc voilà, il y a des règles comme ça. Mais c'est vrai que pénétrer le génie en termes de design ou d'architecture quelqu'un comme Nier, c'est très délicat. Je cherchais une case en particulier, je ne l'ai pas encore retrouvée, donc je te l'emprunte. Je t'en prie. Je voulais parler un tout petit peu du coup de la reliure. Donc là, le premier volume arrive avec une version que vous appelez collector, c'est ça? Vous appelez ça collector quand même? Sinon, tu as un tome derrière, Caroline, qui est plus facile d'accès. Voilà, merci beaucoup parce que j'arrive pas. T'allais casser la tour. J'arrive pas à sortir. Il fallait appeler Ken dès le début pour de la péter tour. Ouais, finalement, Tower Dungeon, il est facile, ça se casse facilement. Globalement, c'est une reliure. Alors, c'est quoi, du simili? C'est un papier en simili-cuir, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a travaillé sur cette édition collector, donc pour rappel, donc on a une édition collector à la fois pour le tome 1 et on aura aussi une édition collector pour le tome 2. Ouais. Voilà. Donc quand on a travaillé sur cette édition collector, on était sur un manga de fantasy, donc on voulait un côté justement un peu vieux livre, un peu grimoire, et donc on a cherché des papiers à texture, et on a trouvé celui-ci qui nous a beaucoup plu parce qu'effectivement, il rappelle la texture du cuir tout en étant relativement satiné et doux au contact. Et après, on a réfléchi justement en termes d'impression. Et donc, on a réfléchi. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on hésitait, on va dire, entre deux méthodes. Une avec un marquage, donc vraiment, comme si vous aviez une sorte d'emporte-pièce qui imprime le visuel. Okay. Ce que vous avez le cas notamment sur le personnage de Koba au début. Ouais, tout ça est en relief ici. Hein. Et en parallèle, un marquage avec un film, en l'occurrence film noir, pour faire ressortir les essais. Et on travaille dessus depuis plusieurs mois. Et il s'avère qu'en janvier, donc on avait Kodansha, l'éditeur de Tower Dungeon, qui passait au bureau. Et le jour où ils sont passés, hasard ou coïncidence, j'ai reçu les essais d'impression. Parce qu'en fait, on se demandait est-ce qu'on faisait l'un, est-ce qu'on faisait l'autre. Et en fait, on a reçu les deux essais d'impression. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, au sein de l'équipe, on était tous d'accord pour dire que ça rendait bien, mais on n'était pas d'accord pour les mêmes éléments. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ce qui est important, c'est justement que le titre puisse être lisible. Donc c'est pour ça qu'on a mis du noir dans Tower Dungeon, et le cadre pour qu'on puisse le voir. Ouais. Et en même temps, ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut un côté vieux livre, un côté grimoire, il faut ce principe d'emporte-pièce, de relief sur le visuel. Et c'est pour ça qu'on est sur cette vision, on va dire, intermédiaire, où on a à la fois du marquage et un film. Et je terminerai simplement par une petite fioriture dans le logo de Tower Dungeon, qui en fait, où le D de Dungeon, vous remarquerez un petit trou, puisque ça correspond à la fenêtre du donjon. Ah ouais. On la voit aussi sur l'édition normale. Alors évidemment, les gens, moi, je vais directement me poser la question. Ceci, c'est pas une forme d'édition qui est sortie au Japon. Non, le Japon a juste eu la version normale, la version classique que tu montrais. En vrai, et c'est trop bien, on est encore privilégié, ça fait trop plaisir. Est-ce que la suite du manga, parce que déjà 4 volumes sont parus au Japon, suivra la même direction artistique pour les sorties? Alors pour l'instant, oui, en tout cas. Très bien, pour le moment, oui. D'accord. En tout cas, le tome 2, on aura une version collector exactement à l'identique. Trop bien, génial. Et bien évidemment, tout dépendra des retours du public. Et si effectivement le public est au rendez-vous pour ces éditions collector, et j'insiste sur le côté collector, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la Berserk Prestige qui était disponible tout le temps, réimprimée, etc. Tout à fait. C'est Tower Dungeon Collector, il y a juste un premier tirage et on ne les réimprimera pas à partir du moment où ils sont en rupture. Mais effectivement, si le public est au rendez-vous pour les tomes suivants, dans ce cas-là, oui, on poursuivra avec ces éditions-là. Et voilà, ça c'est les bonnes nouvelles. J'ai une question, c'est le même papier dans les deux éditions? Oui, c'est le même papier. Non, pardon, excuse-moi, on est sur un papier légèrement différent parce qu'en fait, il était réalisé chez deux imprimeurs. Jaune, vous avez raison. Il y avait une teinte crème un peu differente. Et voilà, justement, on a considéré que pour l'édition collector, on pouvait avoir oui, j'avoue, ça se voit bien la caméra. Un peu plus crème, un peu plus pâle. C'est plus pâle ici, c'est plus crème là-haut. J'avoue, l'ambiance crème va bien. Mais ça va bien avec la couverture. C'est pour ça, en fait, on a réfléchi vraiment sur le côté beau livre grimoire. Et pareil, on avait un doute sur la couverture cartonnée, parce qu'en fait, techniquement, ces couvertures en simili-cuir, on pouvait les faire en souple. Et en fait, on s'est dit, non, on va quand même tester de voir ce que donne un ouvrage cartonné, donc rigide, en format poche. Et donc, quand on l'a reçu, j'ai appelé ma fabricante au service achat. J'ai dit, tu peux leur dire que c'est encore mieux que ce que je pensais, c'est super.
Eh bien écoute, voilà les bonnes nouvelles en tout cas. Vous allez pouvoir vous faire plaisir hein, Oui. avec le tome 1 de Tower of Dawn déjà disponible. Il en reste des comme ça ou À voir chez c'est en les mode c'est libraires. déjà fini Ah bah, Faut tout, avoir là, chez les tout le stock est en librairie. Oui d'accord, ok. Voilà, Tout donc, le stock est tout en le librairie. stock- Donc tout le si vous le stock voyez, est ok, en tout le librairie. stock est en Excellent. librairie, d'accord. Voilà. Il y a une page que tu voulais nous montrer Oui, tout à pardon, l'heure, Benoît. alors c'est vraiment c'est tout bête, mais Je suis très on intriguée. parlait des décors, c'est juste pour Oui. voir sur la page de gauche, La comment page de gauche, avec là très peu de traits Ah au oui. final, mais vraiment très peu de traits, il arrive à te montrer alors déjà du décor, des perspectives, de la Oui, hauteur, perspective, là. mais tu vois, c'est les pierres, il y a quoi? Il y a peut-être une vingtaine de traits. ça. Bah, tu comprends tout. Et Il y a c'est pas- déjà vertigineux. Il n'y a pas, Ouais. pas 25 points de suite, il n'y a pas besoin de te montrer en bas comment ça se passe ou au-dessus des nuages. Avec très très peu de traits, là, je trouve que c'est vraiment très très fort. Ouais. Mais la pour page ça. de droite était aussi très intéressante parce qu'une Ah fois Elle de est plus, j'avoue qu'elle est plus. Il s'embête toujours à te les montrer. petits détails tu vois. partout, les petits escaliers en bois qui ont l'air bien branlants là. Alors que dans ses précédentes séries, je pense que le trait est plus nourri, il y a beaucoup plus de traits, il va vraiment faire gaffe, la structure, tu comprends qu'elle est plus rigide, il y a beaucoup plus de trames, il y a très peu de trames hein, dans cette série-là. Donc ça m'a vraiment frappé, je le trouve vraiment très fort. Bon, maintenant c'est quelqu'un qui a 20 ans de métier, Oui. plus, Ça 25 va, il se ans. débrouille pas trop mal. Mais on en a connu des plus fainéants plus tard, qui pensaient à la facilité. Bah là, je trouve qu'il est bien malin pour produire. Non, mais c'est intéressant de voir. Enfin, il y a des artistes qui complexifient leurs traits au fur et à mesure du temps, qui rajoutent des couches, Et et lui, il y en a à qui se l'inverse. disent, voilà, plutôt essayer de se simplifier un peu la vie, raconter directement ce que l'on veut, ne plus faire. passer aussi 25 heures par jour Bizarrement. sur les planches. Bon, c'est quelqu'un qui avait quand même reçu une récompense de Monsieur Taniguchi. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, c'était le concours des 4 saisons de Kodansha. Tout le monde peut participer au concours de 4 saisons de Kodansha. Donc, il y a 4 concours par an chez Kodansha. Donc, il s'est fait repérer comme ça et très vite, il a tapé dans l'œil de Monsieur Taniguchi. Donc, bon, C'est pas rien. on se dit tout de suite, ouais, c'est pas mal quand même. Bravo. Oui, on aimerait bien tous débuter. Enfin, pour ceux qui veulent devenir mangaka, débuter leur carrière en se faisant repérer par un grand nom comme ça. Bon, après, c'est le concours des 4 saisons. Là, par exemple, je crois que il y avait Monsieur Hiroaki Samura qui était le juré. Donc voilà, ils ont toujours quelqu'un de la maison, c'est normal. Mais parfois, il n'y a pas de gagnant. Parfois, quand ils estiment qu'il n'y a pas de qualité suffisante à leurs yeux, il n'y a pas de gagnant. C'est pas suffisant. C'est voilà. possible. Ça, c'est très japonais. Hein. Il y a des concours comme ça. Bon, ben, il n'y a pas de grand prix, il n'y a pas de. Ça arrive dans C'est l'animation intéressant. aussi. Et lui, ben, pour quasiment sa première tentative, et il avait été félicité sur ses décors notamment. Et ça, Monsieur Nihei avait beaucoup C'est sa apprécié. grande force. Hein, Et en oui, même temps. on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera évidemment de Blâme dans l'instant classique de l'émission.